Hello à tous et bienvenue dans cet épisode spécial d'Instant Simple, une parenthèse d'évasion. C'est l'épisode podcaston d'Instant Simple. Tous les ans, pendant la dernière semaine de mars, les podcasteurs s'engagent justement à mettre en avant une association qui les tient à cœur. Et cette année, je suis avec Cécile, cofondatrice de Montagne Verte, une association qui est basée sur Morzine, ville dont je suis originaire. Vous allez voir, dans cet épisode, on va aborder vie en station de ski, tous les challenges qu'il peut y avoir et tous les gestes durables que cette association prône et est en train de mettre en place pour faire que la montagne se dirige vers un futur bas carbone. Allez, je vous laisse avec la suite et je vous souhaite un très très bon épisode. Je suis Lina, coach de vie certifiée et voyageuse solo passionnée. À travers ce podcast, je vous propose chaque mardi un récit de voyage, une anecdote qui a été transformatrice pour moi ou l'un des invités. Le but, c'est d'aller explorer ensemble les leçons de vie qu'on a pu tirer de ces expériences, parfois un peu folles quand même. Alors si vous cherchez un podcast qui mixe développement personnel et voyage, vous êtes au bon endroit. Si ce concept vous plaît, je vous invite à soutenir ce podcast en laissant une note, un commentaire ou en le partageant à vos proches. Sur ce, bon épisode. Hello Cécile. Hello. Comment ça va aujourd'hui ? Ça va super bien, merci. Cette belle journée dehors au bord de la rivière. Oui, c'est trop bien. C'est vrai que pour vous qui nous écoutez, là actuellement, comme vous le savez, j'adore enregistrer des épisodes dans des lieux un peu calmes, insolites ou pas. Et là, du coup, on est posé dans un parc à Morzine, au bord de la rivière. C'est super apaisant, il fait beau, on a le soleil sur notre peau. Ça donc, fait du bien. C'est ça, donc tout est réuni pour passer un bon moment et un bel épisode. Alors, Cécile, aujourd'hui, je te convie dans cet épisode un peu spécial que j'ai décidé de sortir dans le cadre du podcaston. Donc pour vous qui nous écoutez, le podcaston, c'est quoi ? C'est comme un téléthon, mais de podcast. C'est-à-dire que pendant la dernière semaine de mars 2024, plus de 300 ou même 400 podcasteurs se sont engagés, dont moi y compris, se sont engagés pour sortir un épisode qui a pour but de mettre en valeur une association. Et du coup, quand je me suis engagée dans ce projet, je me suis dit, vas-y, pour moi, c'est trop important de mettre en valeur une asso qui est de chez moi, qui est de Morzine. Et c'est comme ça que j'ai découvert l'asso Montagne Verte dont tu vas nous parler. Oui, c'est ça. Alors Cécile, pour commencer, est-ce que tu peux te présenter tout simplement ? Oui, avec plaisir. Je suis Cécile Burton, dépendant de l'accent. Je suis moitié français, moitié anglais. Je suis la cofondatrice de l'association Montagne Verte qui est basée sur Morzine dans l'Haute-Savoie, mais active sur plusieurs communes de l'Haut-Chablais. Et ça fait 5 ans depuis que j'ai participé à commencer cette association, que cette association existe et moi ça va faire presque 10 ans que j'habite en France et je suis venue ici pour les montagnes et les protéger, ça a devenu ma passion et mon boulot. Trop bien. Et est-ce que tu peux nous teaser un peu là le podcast de quoi on va parler ? Est-ce que tu peux nous teaser ce qu'est Montagne Verte ? Oui, Montagne Verte, c'est une association environnementale à but non lucratif et c'est vraiment l'histoire de comment les gens avec un peu de passion et pas beaucoup d'expérience peuvent porter un projet qui réussit, qui touche les gens et qui a vraiment un impact sur la vie, le bas carbone, comment changer une industrie de l'intérieur, effectivement. Trop bien, j'ai déjà trop hâte. J'ai beaucoup de questions à te poser. Mais écoute, ce que je te propose, c'est qu'on parte du départ, peut-être. Donc, vu que tu es cofondatrice, tu as participé donc à la création de Montagne Verte. Est-ce que tu peux nous expliquer comment t'es venue cette idée, avec qui tu t'es associée, voilà. Qu'est-ce qui s'est passé pour que Montagne Verte voie le jour ? À la base, je fais partie des gens qui ont cofondé, qui ont lancé Montagne Verte, mais c'était pas mon idée, c'était l'idée d'une artiste du coin, Barbara,
Et elle avait comme but pour vraiment avoir un focus sur réduire le plastique à usage unique. C'était fin 2018-2019 et on était copines, on a commencé à parler de ça avec quelques autres amis et on voulait trouver des moyens de convaincre et aider la ville de Morzine à changer ses habitudes vers le plastique, mais aussi aider les entreprises, comment ils pouvaient changer, comment ils pouvaient améliorer leur fonctionnement pour avoir moins d'impact, parce qu'évidemment, on associe le monde du ski avec un énorme impact environnemental, ce qui est vrai, mais on n'allait pas détruire l'industrie ou arrêter l'industrie de ski en 24 heures ou demander les gens de ne pas skier. Ça, c'est pas quelque chose dans laquelle nous avions la capacité, mais on habitait tous en montagne et on avait plein de connexions ici à Morzine. Alors, on voulait changer les choses depuis l'intérieur de l'industrie. Okay. Et très vite, ça a eu beaucoup de réactions positives. Les gens se disaient l'environnement, on a entendu parler, mais c'est un peu loin. Ouais, c'est un peu loin. Et c'était vraiment dans l'époque de Greta Thunberg qui commençait à vraiment faire parler les gens, et Extinction Rebellion qui a aussi eu beaucoup de poids, surtout en Angleterre, dans le Royaume-Uni. Et oui, les gens étaient vraiment partants pour changer, mais ils ne savaient pas où commencer. Alors, on proposait vraiment tout au début de soutenir les entreprises, de proposer les idées, de créer une espèce de pacte d'entreprise qui pouvait adhérer à ce pacte et on pourrait les mettre en avant pour les changements qu'ils voulaient faire. Et après ça a vraiment évolué parce qu'on avait plein d'ambitions et en fait, il y a plein de choses à changer. Alors, c'est difficile de se concentrer si c'est pas sur une chose. Et pour nous, on s'est dit, le plastique, c'est important, mais c'est pas le problème principal ici dans les montagnes, parce que si on parle des océans ou des destinations touristiques autour de la mer, oui, la pollution plastique, ça représente quelque chose de très visible. Mais ça a vite évolué et on a commencé de travailler avec 3 professionnels dans la région qui avaient des entreprises ici, des entreprises en tourisme, qui étaient très motivés, qui voulaient créer une espèce de conseil conseil environnemental pour la ville. D'accord. Alors, on a créé une présentation pour les habitants de Morzine l'été 2019. Morzine et le changement climatique, comment nous pouvons aider, qu'est-ce qu'on peut faire. Et on a proposé avec notre association, générer assez de fonds pour payer quelqu'un qui était qualifié d'être un directeur de développement durable pour créer une espèce de feuille de route pour notre ville et ses environs et voir quels étaient les enjeux plus forts et comment on pouvait travailler pour réduire notre impact. C'est génial. Ouais, c'est génial parce que c'est vrai que tu pars d'un principe et c'est ce que je t'ai dit même avant d'enregistrer le podcast. C'est vrai que Morzine, ou du moins les grosses stations comme celle-ci, on est un peu associé à... Enfin voilà, c'est pas joli au niveau de l'environnement, tout ce qui est forcément les remontées mécaniques, beaucoup de touristes qui arrivent et c'est chouette justement de montrer qu'on peut vivre en station de ski et se soucier de l'environnement, et c'est important parce que de toute façon, avec ça on en parlera peut-être plus tard, mais avec le réchauffement climatique qui arrive, je pense que la station va devoir se réinventer d'une certaine façon. La neige, mine de rien, on en a quand même de moins en moins. Moi je me rappelle quand j'étais toute petite, quand j'avais 5-6 ans, j'ai des souvenirs d'hiver enneigé, de l'hiver, on avait de la neige de décembre jusqu'à avril non-stop, et là, en ce moment, là je regarde autour de nous, il y a déjà les personnages qui crocus, je vois les crocus qui commencent à pousser, et on dirait pas qu'on est en hiver, là, on est sans veste, moi je suis juste en pull. Ouais, c'est exactement ça. Je pense que surtout avec les touristes ou les gens qui viennent en vacances, ils se disent je vais en vacances de ski, je vais laisser tous mes principes environnementaux à la maison en fait. Ouais. Je ne sais pas comment ça marche là-bas. Vas-y, je me lance dans une semaine de vacances, je coupe. Mais ce qu'on a essayé de faire, et je pense qui se voit de plus en plus,
non seulement avec le travail de Montagne Verte, mais en général les soucis des gens pour l'environnement, qu'on peut faire des choix de notre vacances en accord avec nos valeurs. Et on peut venir ici à Morzine et manger dans des restaurants qui fait plein d'efforts, rester dans des hôtels ou dans des hébergements qui sont engagés et qui veulent coexister avec la nature autour de nous et pas l'exploiter au tel point que ça n'existe plus en fait, ce qu'on voit avec la neige. Oui, montrer que le tourisme et la nature, ça peut cohabiter en bonne intelligence. Ouais, le tourisme durable, ça devient de plus en plus une phrase qu'on comprend et que les gens cherchent. Et alors, notre rêve, c'est vraiment de créer de Morzine-Avoria et ses environs une vallée qui représente le tourisme durable et j'avoue qu'il y a pas mal de travail à faire, hein. C'est pas juste en changeant nos fournisseurs d'énergie qu'on va tout changer, mais il y a vraiment tous les pas et je pense que les gens se sentent souvent très perdus au niveau de quel choix ils doivent faire et comment commencer en fait. C'est intimidant comme sujet. Alors on est vraiment là pour faciliter cette discussion, donner des idées, donner des inspirations. On a organisé plein d'événements pour justement lier tous les gens qui se soucient pour la planète mais se sont peut-être un peu seuls face à ce gros sujet, et avec des ateliers créatifs, des soirées cinéma, des ciné-débats, des randos collectifs, avec plein d'événements différents. On a pu rassembler les gens et vraiment créer une communauté autour de cette cause, cette souci. Ok. Aujourd'hui, je suis allée quand même espionner votre site internet avant notre rendez-vous et j'ai vu tous les projets que vous êtes en train de créer, enfin que vous avez déjà lancé, comme la friperie, l'Alpine Express, la biocyclette, enfin voilà, il y a vraiment beaucoup de choses. Aujourd'hui, pour toi, Montagne Verte, c'est quoi? Si tu devais résumer avec les gros projets qui sont sur le feu en ce moment, c'est quoi? Montagne Verte, c'est vraiment des idées, des compétences, des bénévoles pour une future bas carbone dans la montagne. Alors tous nos projets sont vraiment centrés sur réduire notre empreinte carbone. C'est vrai qu'il y a des sujets dans plein de directions parce que quand on commence à creuser un peu, les sujets sont tellement liés qu'on ne peut pas concentrer sur un sujet sans toucher l'autre. Et c'est vrai que nos 3 projets principaux en ce moment, il y a, comme tu as dit, il y a la friperie. Ça a commencé vraiment avec les journées de réparation qu'on a fait en pop-up, des journées de réparation, un peu des vide dressing. Quand tu parles de journée de réparation, c'est quoi? C'est avec une couturière qui est là pour réparer les vêtements. Et il y a une journée, on fait un événement dans un bar, dans un lieu social où les gens viennent, ils peuvent écouter de la musique, boire un verre dans la journée, peut-être manger à un barbecue ou quelque chose comme ça. Et il y a une couturière qui est là, les gens peuvent déposer leurs fringues pour faire réparer. C'est vraiment de créer un lien avec l'idée de réparer nos vêtements et de ne pas les jeter et pas acheter neufs. Et de ne pas interchanger tout le temps, de garder ce qu'on a déjà. Exactement, et maintenir la vie de nos vêtements avec plein d'astuces pour comment s'occuper de nos vêtements pendant qu'on les a pour qu'ils durent plus longtemps. Alors ça a eu un grand succès, surtout les gens venaient déposer les vêtements dedans comme à Emmaüs quoi, et on les vendait pour gagner des sous pour l'association. Et dans les années de Covid et tout ce qui se passait après ça, il y avait un local vide sur Morzine. Alors on nous a proposé de faire une friperie pop-up pour voir si ça pouvait marcher, pour remplir ce lieu qui était vide à cause du Covid. Alors on a commencé pour 3-4 mois. On a fait C'était quand ça du coup? Après le Covid? C'était 2021, début 2021. Après le Covid, quand c'était un peu compliqué en station, on n'était pas en confinement, mais on pouvait pas skier, c'était un peu difficile. Du coup, c'était le locaux d'une école de ski, leur bureau, effectivement, ils vendaient pas de leçons de ski. Alors, ils nous ont laissé, on a sous-loué
ce qui est devenu la friperie. Et ça a super bien marché en fait, et on a continué de travailler avec cette couturière qui se basait là, et les gens venaient la voir aussi pour faire réparer leurs vêtements, mais venaient déposer les fringues, on revendait les fringues, on réparait les vêtements qui étaient un peu abîmés pour les revendre. Et cette idée est vraiment venue de nos amis qui ont une association qui fonctionne un peu comme la nôtre, avec un peu les mêmes objectifs, qui est basée dans les Trois-Vallées. Okay. Ça s'appelle One Tree at a Time. C'est une association anglaise. Et eux, ils ont ouvert quelque chose comme ça, une espèce un peu communauté où ils pouvaient vendre les vêtements, faire des ateliers, des choses comme ça. Alors, c'est vraiment avec leur inspiration qu'on a commencé ça. Et ça a marché tellement bien qu'on nous a offert d'avoir le lieu à l'année. Et maintenant, on a une friperie associative qui est ouverte à l'année, qui fait partie de notre vision d'avoir une destination 4 saisons, de l'emploi toute l'année, pour que ça soit durable aussi pour les gens qui habitent et non seulement pour les touristes. C'est super, parce que c'est vrai qu'au niveau des magasins de vêtements à Morzine, il n'y a pas grand-chose. Déjà, il n'y a pas grand-chose de base et il n'y a pas du tout de grosses marques. Déjà, H&M, Zara et tout, on oublie en station, voilà. Mais même les commerces de boutiques, enfin, les boutiques sur Morzine, en tout cas de vêtements, c'est vrai que alors c'est très cher et puis c'est du neuf. C'est vrai qu'il n'y avait pas du tout en fait de friperie, et même dans le Chablais, pour trouver une friperie, c'est quand même compliqué. Donc c'est vrai que votre friperie, moi c'est comme ça que, je disais, c'est comme ça que j'ai connu cet asso. Au départ, j'avais même pas compris que c'était une asso, mais c'est juste une friperie. Ça fait vraiment ça. Je pense que ça fait une bonne vitrine pour l'association, mais il y a plein de gens qui pensent qu'on est seulement une friperie. Et il faut dire aussi, tous les commerces qui existent en station, c'est vraiment, tout était construit un peu dans ces dernières 30 40 ans autour de l'industrie du ski. Alors évidemment, c'est pour vendre aux touristes qui viennent acheter leurs vêtements de ski, et il y a de la place pour tout le monde. Mais si on veut habiter ici à l'année, où est-ce qu'on va acheter nos fringues de tous les jours si on est sur une salariée, sur le SMIC et on travaille avec des gros bouts de entre-saison, où est-ce qu'on va acheter des fringues? Alors ça crée aussi un côté social pour rendre la vie plus accessible à tout le monde, que ce soit leurs vêtements de tous les jours ou les vêtements d'occasion de ski. On ne peut pas demander aux gens de vouloir protéger la montagne s'ils n'ont pas une expérience de la montagne et ne comprennent pas ce que c'est qu'on doit protéger. Alors c'est vrai que le ski c'est très cher comme activité. Alors avec la friperie, ça permet les gens à avoir accès à des équipements sportifs. Tu sais, il y a des gens qui nous déposent leurs vieux chaussures de ski, leurs snow, leurs planches. Ils sont un peu abîmés, mais on peut très bien les utiliser. Et eux, ils veulent juste vider leur garage. Alors ça donne aussi le côté social pour rendre la montagne plus accessible à tout le monde, pour créer une économie circulaire, pour pouvoir continuer d'utiliser tous ces fringues. Et quand on voit le nombre de dons qu'on reçoit, ça c'est incroyable pour nous, parce que la friperie, ça aide largement à financer plein d'autres projets. Alors avec les déchets textiles, effectivement, on les réutilise pour les vendre, pour après pouvoir financer d'autres projets. Mais c'est aussi hyper choquant quand on voit à quel point on reçoit les dons tous les jours. Il faut pousser les murs maintenant. On n'a pas assez de place. On n'a pas assez de place, et ça montre que la relation qu'on a avec nos vêtements, en fait, et nos équipements. Ça va, j'ai eu cette veste 1 an, 1 saison, 2 saisons, j'en veux une autre. Alors ça aussi, c'est assez choquant. Mais on a commencé à peser tous les dons qu'on reçoit pour bientôt avoir plus de chiffres statistiques sur vraiment les kilos et les tonnes de vêtements qu'on sauve de la déchetterie, ou je ne sais pas. Mais cette projet, c'est pas notre projet principal, mais c'est un projet qui a évolué et qui nous permet d'avoir plus de visibilité et financer d'autres projets, dont, comme tu parles, la biocyclette. Alors on a commencé une collecte de biodéchets, tout ce qui est déchets alimentaires des restaurants. Maintenant, à partir de 2024, c'est la loi que toutes les entreprises qui produisent des biodéchets doivent les traiter, peuvent pas les mettre dans les poubelles, parce que ici dans la commune, il n'y a pas de compost. Alors tous les déchets alimentaires, ça était dans les sacs de poubelle. C'est clair. Et puis en plus, c'est tellement,
Morzine, il doit y avoir le ratio nombre de restaurants avec le nombre d'habitants. Je pense qu'on est peut-être la ville avec le plus de restos par habitant, tu vois. C'est bien possible, ouais. Et t'imagines tous ces déchets, c'est dans les sacs plastiques noirs qui va à l'incinérateur à Thonon, et vu que c'est tout mouillé parce que c'est plein de déchets alimentaires, ils doivent mettre plus de pétrole pour le brûler, quoi. Alors ça, c'est quand on pense à notre impact sur la planète, ça c'est super évident. Alors maintenant, nous avons une remorque assistée électrique avec un vélo électrique qui fait le tour des restaurants et hôtels qui sont adhérents au projet pour collecter justement leurs biodéchets. C'est envoyé à une méthaniseur à Vinziers, et là, les biodéchets sont transformés en électricité. Super. Et ça, c'est tout collecté à un transport très bas carbone avec un vélo et remorque. Et ça fait une visibilité pour le vélo dans la ville comme un mode de transport et non seulement un mode d'activité dans le VTT. Ouais, exactement. Ou vélo de route, c'est vraiment le vélo qui sert dans la vie de tous les jours. Ça fait une visibilité à les biodéchets, parce que quand on rend notre assiette dans un restaurant, on nous prend notre assiette et on n'y pense pas de où va tout ce qu'on n'a pas mangé. Alors ça donne une visibilité aux déchets et ça les revalorise. Et aussi, en ce moment, on travaille avec le centre d'équestre, vraiment pas loin d'ici, pour les restes du brassage de bière. On commence à les donner aux chevaux pour pouvoir justement nourrir les chevaux, créer plus de petits boucles d'économie circulaire, effectivement, c'est vrai, avec parce le qu'il y a une brasserie au niveau de Montrion, là. Il y a Ibex et il y a le Bec Jaune aussi, une petite microbrasserie. Et aussi, on est en train d'investiguer ce qu'on peut faire avec les mares de café. Peut-être on pourrait cultiver les champignons qu'on pourrait revendre. Ce seraient des champignons cultivés localement avec les mares de café. Encore, ça crée plein de petits boucles pour revaloriser nos biodéchets. Et justement, je me posais une question sur ça, par exemple cet exemple de la biocyclette et du traitement des biodéchets. Au niveau des restaurateurs et des hôteliers, est-ce que quand vous arrivez et que vous leur proposez ces idées, comment ils réagissent généralement ? Parce que je pense qu'il y a de tout, parce que c'est vrai qu'à Morzine, il y a quand même beaucoup de restos et d'hôtels qui sont implantés là depuis des années et qui, c'est des grosses maisons, ils ont toujours fait la même chose. Donc du coup, quand on arrive dans des boîtes où tout a toujours été pareil, demander de changer un maillon, ça peut des fois être compliqué. Comment ils réagissent généralement ? Je pense que ce que tu dis là, c'est super représentatif de tout le sujet de l'environnement et de demander les gens à changer. En fait, l'action climatique ou l'action citoyenne ou l'action gouvernementale, ce que ça doit faire, c'est nous demander de changer, en fait, parce que la façon de fonctionnement qu'on a dans notre vie actuelle, ça ne marche pas avec les objectifs de réduire nos émissions et notre empreinte sur la planète. Alors c'est vrai que, comme tu dis, il y a un peu de tout. Il y a les gens qui trouvent ça super chouette, super sympa, qui sont déjà adhérents à l'association et ils veulent nous soutenir. Il y a les gens qui trouvent ça intéressant, mais c'est peut-être un peu trop logistique ou ils sont pas trop intéressés. Mais de plus en plus, et surtout depuis le début de cette année, parce que évidemment maintenant c'est la loi, parce qu'on a piloté le projet l'été dernier, et il y avait moins de uptake, c'est quoi le mot, moins d'intérêt, mais maintenant il y en a de plus en plus. C'est mixte, mais c'est plutôt positif et c'est un peu bouche à l'oreille et les gens sont curieux, mais pas peut-être l'idée d'avoir un vélo qui transporte les déchets. Les gens disent mais en hiver qu'est-ce que vous faites ? On a des pneus de neige et on a. Et puis pour la neige qu'on a. Exactement là. Merci à la changement climatique de ne pas poser trop de problèmes avec la neige. Mais on a aussi organisé la collecte pour que ça commence au point le plus haut et avec tout le poids qui vient à chaque départ, ça devient. C'est une logistique assez réfléchie, je veux dire, de comment on fait la collecte. Et alors je dirais c'est plutôt positif, mais pas tout le monde est super ouvert à l'idée, où je pense que les gens veulent voir un peu comment ça déroule. Et je pense que c'était un peu le cas avec Montagne Verte en général. Il y a des gens qui disent peut-être ils nous voyaient un peu comme des écolos extrêmes et ça prend un peu de temps de voir que si on parle de la planète, c'est pas parce qu'on veut
faire chier à tout le monde, mais c'est juste parce qu'on veut améliorer notre qualité de vie ici pour plus longtemps, effectivement. Alors, ça avance, je vais dire. Ok. Et c'est vrai, justement, vu que la loi est passée là au début de cette année, je pense qu'il y a beaucoup d'hôteliers ou de restaurateurs qui vont se retrouver dans cette situation à se dire on fait comment du coup là, parce que ok, il y a la loi, mais nous on sait pas où est-ce qu'on doit les emmener, ces déchets, comment ça se passe et tout, et c'est là du coup que vous pouvez vraiment intervenir et qu'il y ait de plus en plus de personnes intéressées en effet, donc c'est... Exactement. En fait, ce qu'on propose, c'est une solution à un problème qui est assez nouveau pour plein d'entreprises. Alors, le temps que ça prend pour les gens de voir ça, on va voir. Mais on a déjà pas mal de restaurateurs. On a une seule cycliste pour le moment. Il faut qu'on augmente la demande de la service pour pouvoir embaucher une deuxième cycliste. Alors, c'est un peu comme ça que ça avance doucement. Mais franchement, ça avance. On a une subvention de la communauté de communes parce que aussi, ça veut dire que moins de gens mettent leurs déchets dans des poubelles et ça leur évite de brûler plus de déchets, etc. Alors, notre service est reconnu vraiment pas juste par quelques amis qui trouvent ça chouette, mais comme à la communauté de communes, ils nous prennent sérieusement aussi. Trop bien. Et est-ce que tu peux nous parler d'autres actions aussi, que tu m'as dit que vous faisiez beaucoup de petits événements. Par exemple, vous faites j'imagine des randos, des randos pour ramasser les déchets, je sais pas. On a fait pas mal d'événements qui s'appellent Climate pour Climate. C'est un nom anglais, ou s'élever pour le climat. C'était l'idée de rassembler les gens pour sortir, monter la montagne, soit en rando, ski de rando, en grimpe, en VTT. Les gens faisaient un peu à leur façon, mais vraiment partager un moment dehors pour pouvoir réunir les gens qui sont passionnés par la montagne, qui s'inquiètent pour la montagne, et créer cette lien entre les gens qui partagent ses envies et ses soucis. Et souvent, on était accompagnés par des guides de montagne qui parlaient un peu de ce qu'on voyait, aider un peu avec la relation avec la nature pour mieux comprendre ce qu'on voit, quels sont les pas d'animaux et les choses comme ça. Et aussi les effets du changement climatique sur notre environnement qu'eux, ils voyaient. Ils pouvaient vraiment nous parler de ça, de leur expérience. Alors ça, c'était vraiment des événements super sympas et qui créaient plus de liens sociaux et en tour créer plus de soutien pour l'association parce que les gens se sentent inclus dans le projet. Ça encore, on a fait ça avec nos amis One Tree at a Time qui ont commencé cette initiative, et on a vraiment commencé à organiser les randos en même temps, que ce soit les gens qui le faisaient dans les Trois-Vallées, à Morzine, même au Royaume-Uni, vraiment un peu partout. On avait des amis en Nouvelle-Zélande, mais c'est vraiment l'idée de partager un moment fixe pour de créer une date, peu importe où on est. Connecter avec la nature. On a organisé pas mal de soirées cinéma aussi, des ciné-débats où on montre des films qui sont autour du changement climatique, mais souvent aussi autour des sujets que nous on aime, que ce soit le ski et le changement climatique, ou le vélo et le changement climatique et les impacts. Et après, animer des discussions, c'est souvent une opportunité d'entendre les idées du grand public qui dit « Ouais, mais on parle du vélo, mais nous on aimerait voir ça », ou « Nous on envisage ça », ou « Ça nous a fait penser à ça ». Encore inclure les gens dans la mission de Montagne Verte et donner des moments pour vraiment discuter ou partager nos visions pour chez nous. Et aujourd'hui, du coup, pour Montagne Verte, vous avez besoin de quoi ? Là, par exemple, les personnes qui nous écoutent, est-ce qu'on peut faire un don ? Est-ce que s'il y en a qui sont proches d'ici, ils peuvent devenir bénévoles ? Quels sont vos besoins ? Absolument, ouais. Alors, on a besoin des dons financiers, mais aussi des membres et les gens qui veulent adhérer à l'association, parce qu'on sait vraiment, en France, c'est un pays qui privilège la paperasse, on pourrait dire. Et, c'est vrai. Et même si on a plein d'actions très concrètes, et on n'a même pas parlé de l'Alpine Express Pass, mais c'est ce qui compte beaucoup sur les demandes de subventions ou quand on se présente avec des décideurs politiques, c'est combien de membres vous avez. Et je pense que l'action vraiment qui nous soutient, qui nous pousse plus loin, si on est sur Morzine ou même ailleurs, peut devenir membre de Montagne Verte à partir de 20 €
pour l'année. On peut nous trouver sur Hello Asso. Mais oui, si on est sur Morzine, des bénévoles physiques, c'est ce qui fait exister l'association, surtout à la friperie. Donner un coup de main pour le tri des dents, aider dans la friperie, surtout les gens qui sont forts en couture. On a plein de projets intéressants où on répare les dents pour les revendre et même on collecte les anciens uniformes d'hôtels ou des écoles de ski indépendants qui utilisent leurs vestes de ski une année et après ils changent leur uniforme pour leurs 20 profs de ski et comme ça, nous on a 20 vestes de ski qui ont le nom d'une école de ski derrière, mais qui ne peuvent pas être vendus parce qu'ils ne veulent pas que n'importe qui ait leur uniforme. Alors, on a des couturières qui repatchent avec du Gore-Tex, qui repatchent les vestes pour qu'on puisse les revendre. Encore, ça crée le côté social où les vestes ski assez chères, on peut les revendre à un prix vraiment abordable parce qu'ils sont à seconde main et réparés, mais ça crée aussi une relation avec la visibilité de la réparation. Alors, on est toujours à la recherche des couturières et les gens qui sont intéressés par les projets plus ponctuels, plus spécifiques comme l'événementiel ou même les réseaux sociaux et des choses comme ça, on a toujours besoin d'un coup de main pour notre fonctionnement. Alors, pour nous contacter, c'est soit présenter à la friperie pour parler à les deux filles qui tiennent la friperie. Sinon, c'est sur Instagram ou notre site montaigneverte.org sur Instagram et notre site. Super. De toute façon, je mettrai toutes les infos en description. Voilà. Tu m'enverras toutes les petites infos que je dois mettre. Tu as parlé tout à l'heure aussi d'un autre sujet que je trouve ultra important, c'est justement Alpine Express, le transport en montagne. Parce que ça aussi, c'est un sujet. C'est vrai que c'est assez compliqué quand même de naviguer. Enfin, oui, il y a des navettes, mais moi, par exemple, qui habite dans un petit village... un petit village un peu plus loin. Je suis à 15 minutes de route de Morzine, mais c'est vrai que il n'y a pas de bus qui passe. Ouais. Enfin, du moins, il y en a un par jour. Donc, autant dire qu'il faut vraiment être calé dans les horaires. Donc, c'est vrai que moi, j'utilise souvent ma voiture. Après, dès qu'il y a des autostoppeurs, je les prends tout le temps en stop et tout, parce que j'ai connu la galère du stop aussi avant, donc je fais toujours ça. Est-ce que vous avez mis en place justement des solutions sur les transports en montagne, ou même les personnes qui viennent au ski en voiture parce qu'ils ont toutes leurs affaires et tout leur ski et machin. Est-ce que vous avez quelque chose ? En ce moment, c'est un sujet du transport qui nous motive vraiment parce que quand on regarde l'impact des vacances de ski, le transport fait presque 3/4 de l'impact carbone d'un skieur. Ah oui. Alors c'est vraiment comment on accède de la station. Là, on parle plutôt des touristes que des habitants. Mais avec l'Alpine Express Pass, ce qu'on a fait, c'est créer un pass qui permet aux gens qui voyagent en station en train de pouvoir bénéficier de plein de réductions en station en fait, et les réductions assez importantes avec les hébergements, les locations d'équipements de ski et de snow, les instructeurs, les écoles de ski, les restaurants, les activités. Et aussi maintenant on a la domaine de Morzine Léger qui offre 10% sur le forfait de ski et on vient d'avoir confirmation que Avoria aussi vont faire 10% sur le forfait de ski d'Avoria. C'est super. Donc comment ça se passe au niveau du process, c'est-à-dire la personne quand elle vient en vacances, elle doit vous envoyer son billet de train Oui, exactement. Tout ce qu'on demande, c'est que les gens nous envoient leur date de voyage, leur nom et leur preuve d'achat de billets de train. Et avec ça, on leur fournit une passe et ça, ils peuvent montrer, c'est un PDF, ils peuvent montrer soit quand ils sont dans un restaurant, soit quand ils organisent la réservation d'un hébergement, ils peuvent envoyer ça par mail. Et avec ça, il y a jusqu'à 15% avec quelques entreprises, 10 ou 15% sur plusieurs services. C'est excellent, parce que pour le coup, c'est vrai que c'est quand même cher. Comme tu disais, les vacances au ski, c'est très cher. Donc, même 10% sur un hébergement, c'est quand même... Ça représente quelque chose d'assez important. Ouais. Limite, tu peux rembourser le prix de ton billet de train en faisant toutes les réductions. C'est ça l'idée, en fait, parce
parce on est consciente que venir en train c'est pas donné parce que les trains reçoivent pas les mêmes subventions que les avions. Alors c'est super facile de venir en avion pour moins cher. Alors on veut vraiment récompenser. Je ne sais pas si récompenser. Récompenser, merci. Les bons gestes de venir en train. Alors avec l'Alpine Express Pass, l'idée c'est que quand tu calcules tous les remises que tu peux avoir dans une vacance de ski, ça fait la différence entre un billet de train et un billet d'avion. Alors oui, c'est ça. Et au niveau local, on a moins en place parce que ça vient aussi des pouvoirs que nous on n'a pas vraiment avec la communauté de communes ou la commune en général, mais c'est vrai qu'on est en conversation avec, comme j'ai dit, la communauté de communes et la commune de Morzine, la mairie de Morzine, Avoria et ses environs. Et il y a des projets autour des pistes cyclables sur lesquels on va être sur la comité de pilotage. On est inclus dans les discussions et on veut vraiment pousser pour avancer ça, pour aussi un peu avec Biocyclette, ce qu'on veut faire, c'est, comme j'ai dit, donner de visibilité au vélo comme mode de transport, pour mode de fonctionnement de la vie de jour à jour, et aussi identifier un peu les endroits où notre cycliste ne se sent pas vraiment en sécurité dans le vélo, pour justement noter où on a vraiment besoin de plus d'infrastructures pour les vélos, et non parce que on peut pas demander les gens de switcher leur voiture pour le vélo s'il n'y a pas l'infrastructure qui le soutient en fait. Alors c'est vraiment, on espère vraiment de pouvoir avancer sur ça avec les décideurs politiques qui ont les pouvoirs de mettre plus de choses en place. C'est chouette parce que quand tu en parles, j'ai l'impression que beaucoup de vos actions sont quand même soutenues justement par la communauté de communes, par la mairie de Morzine. Alors je ne sais pas si on peut dire ça comme si, la commune de Morzine. Ouais, la commune de Morzine-Avoria, oui. Oui, Morzine-Avoria. Parce que pour ceux qui nous écoutent, enfin, si vous nous écoutez, Morzine et Avoria sont la même commune. Voilà, souvent les personnes pensent que Avoria est une ville et que Morzine est une ville, mais non, c'est vraiment la commune de Morzine-Avoria. Voilà, et c'est chouette de voir justement que vous êtes soutenus quand même et qui vous considèrent justement si dans des projets comme les pistes cyclables et tout, c'est génial de voir qu'ils vous incluent dans la stratégie, alors peut-être pas dans le pouvoir décisionnel, mais en tout cas dans la stratégie de mettre un tel projet en place. Oui, on est vraiment contente que ce soit le cas. Ça n'a pas commencé comme ça et on a vraiment travaillé dur sur notre relation, pas seulement politique, mais avec les décideurs de la vallée, avec les gens qui ont du poids et qui sont importants dans la vallée. Pour nous, c'est seulement des alliés. Si on a des points de vue différents, il faut vraiment trouver nos points de vue en commun pour pouvoir justement travailler ensemble. On ne cherche pas du tout des ennemis ou pour dire il y en a qui font ça pas bien et ça pas bien. Ce qu'on veut faire, c'est réunir tout le monde autour d'un objectif en commun. C'est réduire notre impact, non seulement carbone, mais juste notre impact environnemental en général. Alors oui, maintenant, c'est vraiment, on a eu vraiment du bon soutien, surtout des gens dans la mairie, qui l'élu qui est chargé de l'environnement. Elle nous a beaucoup soutenus, beaucoup mis en avant. Aussi à l'office de tourisme, on a vraiment eu pas mal de bonnes réceptions avec plusieurs personnes qui nous ont pu mettre en avant, et on a pu travailler sur nos relations avec d'autres personnes. On n'a pas été pour tout le monde au tout début, mais là on voit que le dialogue autour du climat, en fait, c'est un dialogue uni. Il faut vraiment que ce soit un objectif partagé, mis à côté les politiques. C'est vraiment l'environnement, c'est un problème universel. Oui, exactement. Et puis il n'y a pas de non, moi je m'y intéresse pas. Non, c'est une problématique où on doit s'intéresser à ça, et c'est pas, il n'y a pas une question de bord politique ou d'activité touristique ou quoi. C'est vraiment une question, comme tu dis, c'est une problématique qui doit être commune à tout le monde. Et donc moi j'aime bien dire un peu comme le colibri, chacun fait sa part. Je sais pas si tu connais c'est un peu comme ça que je me dis, pour le climat,
Ouais, chacun fait sa part. Et si on est tous des petits colibris à juste faire notre part, ce serait déjà incroyable. Et je me posais une question aujourd'hui, du coup, pour Montagne Verte. Si tu te projettes, alors tu m'avais dit que là on est dans tes derniers jours de ton activité, en tout cas à Montagne Verte, bien qu'après tu continueras quand même, j'imagine, dans le conseil d'administration. Dans le conseil d'administration. Selon toi, là, dans les années qui arrivent, quels vont être les plus gros challenges que va devoir relever l'asso? En parlant de nos challenges qu'on nous a défini nous-mêmes, c'est vraiment de changer la façon dont les gens voyagent. C'est vraiment de faire d'ici 2030. 30 Ouais. Là, on est en 2024. 24, oui, 2030. 30. Ah, 2030. Non, ouais, c'est ça, 2030. Je m'excuse, je trouve les numéros en français tellement difficiles. En 2030... C'est pas faux. Je te rejoins. 2030, ça ferait... Non, c'est pas ça. Déjà, il y a 80, alors non. Ouais, exactement. Non, en 2030, d'ici 2030, on veut vraiment que le train soit le mode de transport préféré, surtout par ceux qui viennent des Pays-Bas, de Belgique, de Royaume-Uni. Alors ça, c'est un grand projet et on travaille vraiment sur ça, sur comment développer les communications sur ça, la facilité, parler même avec les opérateurs de train pour pouvoir améliorer l'infrastructure qui pourrait mettre en place surtout pour les Alpes du Nord. Alors ça, c'est vraiment quelque chose que c'est un challenge parce qu'on s'est mis ces défis et c'est pas juste pour avoir un beau phrase d'ici 2030, mais c'est vraiment sérieusement on veut changer les façons que les gens voyagent et on veut changer la relation que les gens ont avec les déchets. Ouais. Et je me demandais également une autre question. Alors je l'avais noté là dans mon petit carnet, mais évidemment je suis pas à la bonne page. Il y a tellement de pages. Ouais, c'est ça. Alors attends, j'ai mangé ma question, mais c'était trop intéressant. Oui, gros sujet. C'est vrai que c'est une question que je me pose et je pense qu'on se pose tous sans trop en parler. Donc écoute, je vais mettre les deux pieds dans le plat. Ouais. On voit que là, la neige, c'est quand même de plus en plus difficile. Alors, en parlant de Montagne Verte ou hors Montagne Verte, quel est ton avis sur le futur des stations de moyenne altitude, comme Morzine, comme Les Gets, alors peut-être moins Avoria, mais comment tu imagines le futur de ces stations-là? C'est une future 4 saisons. C'est une future où la vie de montagne toute l'année est accessible soit aux touristes ou soit aux gens qui veulent simplement y habiter, parce que c'est vrai que c'est pas très facile de trouver un CDI en montagne, de pouvoir habiter en montagne et s'investir à l'avenir de où tu habites. C'est un peu compliqué si tu peux pas être là à 12 mois de l'année. Alors pour moi et pour nous à Montagne Verte, c'est vraiment une tourisme de 4 saisons, mais une vie de 4 saisons aussi. C'est dépendre moins justement sur le tourisme et vraiment sur la vie quotidienne d'avoir les choses en place pour que les gens puissent habiter et qui travaillent en télétravail ou s'il y a plus d'entreprises ici qui fonctionnent à l'année, qu'il y a des opportunités de travail ici à l'année, que les gens peuvent profiter de la montagne en printemps et en automne qui sont les meilleurs moments. Mais personne ne sait, faut pas dire trop fort. Mais comme c'est incroyable, quand on vit en montagne, on a vraiment l'expérience des changements des saisons. Et je pense que quand on vit à une altitude plus bas, on n'a pas cette vision, mais vraiment en automne, on voit c'est comme une livre d'enfant quand on voit toutes les couleurs et que c'est comme une illustration de l'automne, comme on l'imagine dans une conte de fées ou quelque chose comme ça. Et c'est ça qui permet, je pense, les gens en montagne de comprendre les impacts en fait de changement climatique, parce qu'on voit le changement des saisons. Alors si les gens viennent en vacances les 4 saisons de l'année, si les gens habitent ici les 4 saisons de l'année, on a tellement plus de liens avec l'impact qu'on a sur la planète, sur nos montagnes. Alors oui, pour moi, c'est vraiment créer une vie 4 saisons en montagne. C'est super et je te rejoins aussi sur ce sujet, parce que c'est vrai que Morzine, enfin en tout cas vivre en station de ski, enfin comme je te le disais avant d'enregistrer, j'ai toujours vécu, hormis quelques années, mais j'ai toujours vécu ici. Et c'est vrai qu'il y a une vie l'hiver, une vie l'été, parce que c'est aussi très animé mais d'une autre façon, et il y a une vie en intersaison qui est complètement
en tout cas au niveau des commerces, qui est complètement morte, on va dire, parce que quand on sort dans Morzine en intersaison, aujourd'hui, c'est un peu le no man's land, tu vois, genre, t'as l'impression de déranger en parlant trop fort. Enfin, c'est vraiment, il y a peut-être un bar d'ouvert, un resto. Enfin, ça se compte vraiment sur les doigts d'une main. Et il y a peu de commerce également. Et c'est vrai que avec ce futur 4 saisons, en effet, ça serait génial. Déjà, je suis heureuse, moi en tout cas, de voir que l'été, de plus en plus de personnes sont intéressées par la montagne. Oui. Parce que quand je fais le parallèle de quand j'étais petite, enfin là j'ai 26 ans, donc il y a 15 ans là, pour pas, voilà, mais il y a 15 ans, enfin voilà, quand j'avais 10 ans, il n'y avait personne l'été chez moi. Ouais. Et aujourd'hui, je me rends compte déjà comment ça a évolué, comment les personnes aujourd'hui, elles n'ont plus envie d'aller l'été à la plage à griller sur une serviette. La montagne, l'été, c'est de plus en plus développé, parce que c'est vrai que tu peux faire des randos, du VTT, du vélo de route. Du vélo de route. Enfin, il y a tellement de choses à faire l'été. Et je me dis, c'est peut-être en utilisant cet aspect de la montagne l'été que les personnes peuvent peut-être tomber amoureuses de la montagne et se dire pourquoi pas à l'année. Ouais. Et il y a quelqu'un qui m'a dit, ma première saison de ski que j'ai fait il y a presque 10 ans, ah ouais, tu vas rester pour l'été. Je dis non, je fais pas de vélo, j'ai aucune raison de rester ici l'été. Et il m'a dit, tu vas voir, les gens viennent pour l'hiver, mais ils restent pour l'été. Et c'est vrai, finalement, après quelques années, quand j'ai resté une été, je me suis dit, mais c'est incroyable, pourquoi je n'étais pas là avant, même si je fais pas de VTT, et maintenant j'en fais un peu. En fait, quand on va à la plage, l'activité, c'est être à la plage. C'est de profiter du soleil, de manger dans un restaurant, manger une glace, chiller au bord de la mer, quoi. Et on peut faire ça en montagne, justement. On n'a pas besoin d'être super sportif pour profiter de la montagne en été ou en printemps. Et en automne, c'est le plaisir d'être ici, de sortir, se promener. On n'a pas besoin de faire des randos d'extrême. C'est le plaisir d'être dans un endroit apaisant et magnifique visuellement. Et on ne peut pas demander aux entreprises de rester ouvertes s'il n'y a personne. Alors, il faut que ça soit vraiment un effort collectif aux hébergeurs de dire on va offrir ça comme package. On a besoin que les entreprises soient ouvertes. Qu'est-ce qu'on va mettre en avant pour les gens qui habitent ici à l'année? Et justement, tu parlais de Morzine dans les intersaisons, mais en même temps, Morzine, à côté d'autres stations de ski, je pense que c'est pas mal en intersaison. Il y a plein d'autres stations, tu vois, où il n'y a rien. Oui. Alors, il faut développer Avoria, ça. Par exemple, c'est vraiment... Je sais, mon papa était facteur à Avoria. Et je me souviens, l'hiver, il était sous l'eau complet, parce qu'il était tout seul à livrer toute la station. Et puis en intersaison, il avait 30 habitants à l'année. Ouais. Tu vois, donc ça passe de 30 000 à 30. Donc c'est assez incroyable. Et c'est vrai qu'il y a une autre problématique que je trouve intéressante. J'ai appris que Morzine, c'était la première ville en France c'était la ville en France où il y a le plus de résidences secondaires. Ah ouais. Donc ça, c'est un gros sujet, tu vois, le logement et tout, pour attirer des personnes... des personnes à vivre à l'année. Justement, le gros problème du logement, c'est vrai qu'aujourd'hui, moi, quand j'étais réceptionniste à l'hôtel à Morzine, on accueillait souvent l'été des couples qui venaient pour s'acheter un appartement, par exemple. Et du coup, c'est vrai que le centre station de Morzine, il y a de plus en plus d'apparts qui sont appelés des lits froids, du coup, par l'office de tourisme, et qui sont occupés peut-être 2 semaines dans l'année. Ouais, c'est affreux. Est-ce que Montagne Verte, vous avez déjà relevé ce sujet-là, et est-ce que vous pensez faire des actions dans ce sens, ou pour l'instant c'est pas encore C'est vraiment un sujet dont on a parlé surtout au niveau de communication. On a voulu pouvoir rentrer en contact avec plein de propriétaires de résidences secondaires. C'est pas toujours facile de les trouver parce qu'ils sont pas là. Il y en a une grande partie qui met jamais les pieds à Morzine carrément. Mais ça. Je pense, franchement pour moi, je pense que ça c'est un niveau plutôt politique. Il doit avoir des règlements sur les logements sociaux, sur les impôts sur les maisons secondaires, parce que si on paye, si on élève les impôts, peut-être moins de gens vont en acheter. Et avoir des espèces de restrictions ou des règles en place, des lois en place. Et je pense que ça c'est vraiment quelque chose qui sera
difficile à changer en tant qu'association, à part de mettre la pression sur les décideurs politiques. Mais c'est un sujet qui, je pense, en entendre les décideurs politiques d'ici, que ce soit les gens à la mairie ou les gens qui vont se présenter à les prochaines élections, c'est vraiment un sujet. Les lits froids, c'est vraiment un sujet qui concerne les gens. Et ça c'est... Je suis d'accord, je trouve ça affreux. Et moi, quand j'ai quitté Morzine et j'ai vendu mon appartement, j'ai justement fait que je ne vendais pas à quelqu'un qui allait le louer. Je l'ai vendu à quelqu'un qui allait y habiter à l'année. J'avais de la chance d'avoir travaillé avec une agence immobilière qui m'a un peu aidée avec ça. Mais oui, je trouve que c'est un sujet qui demande un effort vraiment des politiciens. Oui, je suis d'accord aussi. Bon, on arrive bientôt à la fin de cet épisode. Je suis trop heureuse d'avoir pu échanger sur tous ces sujets-là, parce qu'on a parlé d'énormément de choses. Est-ce que toi, tu as quelque chose à rajouter à ceux qui nous écoutent ? Pas vraiment. Tout simplement, merci de vouloir représenter Montagne Verte avec ton podcast. Je trouve ça vraiment... C'est toujours un énorme compliment pour notre travail quand les gens d'extérieur veulent nous mettre en avant. Alors, merci. Et j'espère que les gens qui écoutent, qui sont du coin, veulent vouloir s'impliquer plus avec Montagne Verte ou nous soutenir d'une manière ou autre. Et les gens qui ne sont pas ici, qui peuvent voir que si on a un peu de passion et d'intérêt dans l'environnement ou dans quoi que ce soit, au niveau social, on peut vraiment galvaniser les gens. Il faut juste trouver les autres personnes qui partagent les mêmes points de vue que toi et avancer. C'est super, parce que c'est vrai que vous vous êtes créé en 2019, donc il y a déjà 5 ans. 5 ans cette année. Il y a déjà 5 ans, et voir que vous êtes encore là et que vous représentez quand même une grosse communauté. Enfin, dans Morzine, je pense que tout le monde, alors c'est gros de dire tout le monde, mais la majorité des habitants, on a déjà entendu parler de Montagne Verte, tu vois, que ce soit via la friperie ou sur les réseaux ou avec les hôtels, les restaurateurs. Donc c'est vrai que bravo à vous, parce que ça a commencé d'un petit constat, ça a commencé petit, et là aujourd'hui, vous êtes quand même nombreux à travailler on a 5 temps plein. Ouais, vous êtes 5 quand même à travailler à temps plein sur toutes ces problématiques pour Montagne Verte. Donc c'est une super évolution, quoi. Ouais. Merci. Merci à toi, et puis je te dis à très vite. Oui.